Ladies and gentlemen, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo dédiée aux jeux de cartes à jouer et à collectionner My Hero Academia, Collectible Card Game. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo et vous ne connaissez rien à ce jeu de cartes, je vous redirige vers la playlist que vous retrouverez en description qui s'intitule Section 1, les cartes. Pour aujourd'hui, nous allons étudier le cœur de ce jeu de cartes, le gameplay, autrement dit la façon de jouer. Commençons par présenter le champ de bataille sur lequel nous allons livrer de nombreux combats. La zone de personnage sert à accueillir le personnage, héros ou vilain, de l'univers My Hero Academia avec lequel vous avez décidé de jouer. Juste au-dessus, la zone de momentum est l'endroit où iront vos attaques qui toucheront votre adversaire. C'est des ressources particulières permettant de jouer ou booster certaines de vos cartes. La zone de card pool est l'emplacement où vos cartes devront être posées pour pouvoir les jouer. Pour chaque carte supplémentaire que vous jouez, la difficulté de cette dernière augmentera en conséquence. Il y a ici 5 zones présentes, mais en réalité il n'y a pas de restriction concernant les zones de la card pool ou de momentum. Le stage sera plus simplement appelé le terrain dans cette vidéo. C'est l'endroit où certaines cartes se dirigent afin de vous aider plus tard dans la partie en participant à payer vos coûts de difficulté ou à libérer leurs capacités. La zone de deck est l'endroit où vous placez votre paquet de cartes au début de la partie. Quand celui-ci est vide, vous devrez mélanger votre pile de défausse afin de constituer votre nouveau deck. Une fois fait, vous devez retirer de la partie les 10 premières cartes de ce dernier. Retirer signifie mettre de côté et ne plus pouvoir les utiliser pour le reste de la partie. Si vous ne pouvez plus retirer de cartes de votre deck de cette manière, vous perdez la partie. La zone de défaut, c'est l'endroit où mettre ces cartes utilisées ou détruites. Présentons maintenant la séquence d'un tour de jeu. Celui-ci est divisé en 3 grandes catégories. La Start Phase, la Combat Phase et la End Phase. La Start Phase commence avec la Ready State. Cette phase consiste à redresser toutes vos cartes engagées. Pour ce faire, il suffit simplement de les faire passer de l'état horizontal, autrement dit engagé, à l'état vertical. La Review Step sert à libérer votre main en cas de coup dur ou de carte clé manquante. Vous pouvez choisir une carte dans votre main et la mettre dans votre pile de défausse. La Draw Step vous permet de piocher des cartes du dessus de votre deck jusqu'à en avoir le nombre indiqué sur votre carte personnage via son icône taille de main. La Combat Phase est une phase assez libre vous permettant de jouer n'importe quel type de carte. A noter dans cette phase que si vous échouez à payer le coût de difficulté d'une de vos cartes, la Combat Phase se termine pour laisser place à la End Phase directement. La End Phase permet de nettoyer la zone dite Card Pool. Les attaques ayant infligé des dommages vont directement dans votre zone Momentum. Les fondations, atouts et alliés qui ont réussi leur check vont sur le terrain, autrement dit en anglais, la Stage Zone. Toutes les autres cartes sont placées dans la pile de défausse. Revenons sur la zone de Card Pool, et notamment les 2 caractéristiques particulières de ce jeu, le coût de difficulté et le check. Le check est le système permettant de jouer vos différentes cartes. Pour ce faire, il faut défausser la carte du dessus de votre deck et regarder le nombre en bleu en bas à droite. Si celui-ci est égal ou supérieur à votre coût de difficulté, votre carte peut être jouée. S'il est inférieur, votre carte ne peut pas être jouée et votre tour se termine. Il existe cependant un espoir dans ce genre de scénario grâce aux fondations et à votre leader. Si vous possédez des fondations désengagées, vous pouvez les engager pour augmenter la valeur de check par 1 pour chaque carte ainsi inclinée. Votre leader peut aussi vous aider dans ce genre de scénario en ajoutant plus 1 à la valeur de check si vous l'engagez. A noter que les cartes engagées ne peuvent pas utiliser leur capacité Enhance, il faut donc user de stratégie et mesurer ses décisions avant d'engager vos fondations ou votre leader. Maintenant que vous savez comment jouer une carte, regardons plus en détail la mécanique de difficulté progressive. Lorsque vous jouez une carte, cette dernière doit être mise dans votre card pool en commençant par la zone à gauche, en enchaînant ensuite de la zone adjacente située à droite. Les cartes jouées gagnent plus en difficulté par cartes déjà jouées auparavant. Par exemple, si je veux jouer Passing the Torch, comme étant ma première carte, elle ne me coûtera que le coût indiqué en haut à gauche, ici 2 de difficulté. Dans le cas où j'avais déjà joué 3 Passing the Torch, et que je voulais en jouer une dernière, celle-ci me coûterait le nombre en haut à gauche, toujours 2 pour cette dernière, et une valeur de check supplémentaire par carte jouée. Dans notre cas, plus 3. Et je devrais donc réussir un check de 5 pour pouvoir la réussir. Assez de blabla, vous voulez passer à l'action? Parfait. Regardons ensemble les cartes attaque. Quand vous jouez une carte attaque et réussissez à produire son coup de difficulté, vous entrez dans une séquence appelée Enhance Step, with my beautiful English accent. Cette dernière permet aux joueurs, à tour de rôle, d'utiliser des capacités dites Enhance afin de booster ou d'appliquer des malus aux cartes. Chaque effet Enhance peut être activé une fois par Enhance Step. Si vous voulez activer l'effet Enhance d'une carte fondation, vous devez vous assurer que celle-ci est déjà sur votre terrain. Si cette dernière est dans votre card pool,
cela n'est pas considéré comme être sur le terrain. Quand vous jouez une attaque, les effets Enhance de cette dernière ne peuvent être activés que durant sa propre Enhance Step. Une fois que vous jouez une capacité Enhance, votre adversaire peut ensuite en activer une de son côté s'il le souhaite. Si aucun des deux joueurs ne souhaite faire d'Enhance, alors la Enhance Step se termine et vient alors la Block Step. La Block Step est le moment où votre adversaire peut essayer de réduire les dégâts que votre attaque va lui infliger, que ce soit en totalité ou partiellement. Le blocage de votre adversaire va dépendre de l'attaque que vous lancez. Celui-ci va essayer de défendre avec une carte de bouclier qui possède une zone adjacente à votre attaque. Autrement dit, une attaque haute, attaque rouge, peut être bloquée par des boucliers hauts, des boucliers rouges, ou des boucliers du milieu, les boucliers orange. Une attaque du milieu, donc une attaque orange, peut être bloquée par n'importe quel type de bouclier. Et pour finir, une attaque basse, donc une attaque jaune, peut être bloquée par des boucliers bas, des boucliers jaunes, ou des boucliers du milieu, les boucliers orange. Pour jouer une carte, vous devez passer la difficulté de cette dernière. Si vous jouez une carte pour vous défendre, vous devrez faire face à une situation identique. Pour bloquer une attaque, vous devrez là aussi réaliser un check quand vous jouerez votre défense. La valeur du check dépend de la vitesse de l'attaque adverse, couplée à la valeur de votre bouclier, ainsi qu'à la valeur ajoutée de la difficulté progressive. Dans l'exemple, la vitesse de l'attaque de mon adversaire est 3. Elle s'additionne à la valeur de mon bouclier qui est de 2, et vu que c'est la première carte que je joue, la difficulté progressive est de 0. En additionnant le tout, pour réussir mon blocage, je devrais faire un check de 5. Vous avez réussi? Bravo jeune héros! Mais ce n'est pas encore terminé. Il faut maintenant calculer les dégâts que votre héros va subir. Si vous réussissez un bloc avec un bouclier qui partage la couleur de l'attaque adverse, vous ne prendrez pas de dégâts. Si vous réussissez un bloc avec un bouclier qui partage une couleur adjacente à l'attaque de votre héros, alors vous prendrez des dégâts équivalents à la moitié de l'attaque de votre ennemi, arrondi à l'unité supérieure. Par exemple, j'attaque avec Aspirin Punch, attaque du milieu, donc de couleur orange, qui risque d'infliger 5 dégâts au héros adverse. Avec les différentes phases vues au-dessus, mon attaque est bloquée avec succès par Passing the Torch. Vu que nous partageons la même couleur, mon attaque est complètement bloquée et mon adversaire ne prend pas de dégâts. Par contre, si ce dernier avait bloqué avec succès avec Boon of Friendship, bouclier haut donc de couleur rouge, qui est une couleur adjacente à ma carte mais pas identique, mon adversaire bloque seulement la moitié des dégâts arrondis à l'unité supérieure. Donc, 3 dégâts lui sont directement infligés sur son héros. Une fois la vie du héros adverse réduite à 0, vous triomphez de votre adversaire et vous pouvez donc partir sur une danse de la joie et venir partager ça avec nous sur le Discord français du jeu que vous retrouverez en description. D'autres vidéos viendront pour vous présenter les règles plus en détail. Vous pourrez retrouver sur ma chaîne Twitch quelques vidéos de gameplay ou vous abonner pour ne louper aucune des prochaines. Lien en description. Si vous êtes intéressé par le jeu et voulez commander des cartes sans vous ruiner, n'hésitez pas à ajouter Mr. Joe sur Discord, qui est une boutique locale de ma ville et qui propose des prix vraiment attractifs. Vous pourrez notamment retrouver la display du premier set de My Hero Academia pour 90€, ou celle du set 2 avec le charismatique Stain au prix de 95€. À voir avec lui concernant les différentes méthodes d'envoi. PS, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Si vous voulez sponsoriser la chaîne à coup de display, My Hero Academia ou tout autre jeu, je suis grave chaud. Voilà, c'est dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas encore une fois à nous rejoindre sur le Discord français du jeu. Bonne soirée, et n'oubliez pas...